Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Tribune Presse qui va tourner autour des deux principaux sujets. D'abord, la question de la majoration des frais académiques dans nos différents établissements universitaires. Majoration des frais académiques qui a en tout cas occasionné pas mal de troubles après l'université de Kinshasa, après l'IFASIC où on a même renvoyé certains étudiants. C'était le tour hier de l'ISC, l'ISTA. Là aussi, on annonce des étudiants qui ont été renvoyés. Pourquoi majorer les frais académiques alors que les salaires des parents n'ont pas été bougés? On en parle au cours de cette émission. Puis on va revenir sur cette passe d'armes entre les ministres des Finances et le directeur des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe. À la base, la question du décaissement des fonds publics. Qu'est-ce qui se passe? On va aussi en parler au cours de cette émission avec nos invités qui sont deux sur ces plateaux. D'abord, les tout premiers, Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant. Médard, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Comment allez-vous? Ça ira, ça semble aller bon rythme du pays. On tient le coup. Alors, il y a, je ne sais pas si je dois l'appeler rumeur ou comment, ça s'est dit. Médard Kankolongo serait payé par certains politiciens pour attaquer d'autres politiciens. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est facile hein, d'accuser les gens, surtout les gens qui détournent les moyens de l'État, les gens qui s'enrichissent en toute impunité. Médard Kankolongo ne vise pas les individus. Je prends l'exemple ici, c'est Congo Base. C'est le chaîne privé de M. Bossembe. Si un jour il prenait ses caméras et qu'il les cassait, Médard ne parlera pas, c'est un bien privé. Mais tout Congolais qui prendra l'engagement de gérer la chose publique et qu'il détourne, je crois que je m'opposerai. Heureusement qu'on nous a aidés aujourd'hui avec le salaire de certains individus. Par exemple, le directeur des cabinets touche déjà 12 millions de francs. On peut calculer dans les 100 jours, peut-être comme des intellectuels, si on fait 12 fois 100, nous avons l'idée, mais vous posez la question des immeubles qu'on a capitalisé, ça pose problème. Donc je ne suis pas pour répondre à ces gens-là qui utilisent la souffrance de mon peuple comme les Caribéens pour s'enrichir. Je me poserai et je vais dire, je commencerai à dénoncer ces gens sans foi ni loi. Très bien. Alors vous rencontrez sur ce plateau Michel Koyapa, les très expérimenté journaliste, présentateur, l'un des présentateurs vedettes de l'émission Kiosque. Michel, bienvenue. Bienvenue, en tout cas, merci de l'invitation, cette énième invitation. Aussi, c'est un grand plaisir, et il est réel de... Voilà, donc c'est un grand plaisir, je disais, merci de l'invitation. Un grand plaisir de rencontrer sur ces plateaux, non seulement un grand ami, hein, Médard Kankolongo. Aussi, c'est aussi une fierté et un honneur chaque fois qu'on rencontre nos compatriotes qui sont disséminés partout dans le monde, qui nous suivent sur cette chaîne Congo Buzz TV, donc c'est pour moi un honneur. Voilà. Alors vous, on vous reproche d'être beaucoup plus militant que journaliste. Vous êtes beaucoup trop attaché au MLC, alors que comme journaliste, vous devez prendre de la distance. Non, c'est pas vrai. Je ne pense pas que c'est ça le cas, mais ce qui est vrai, dans la situation actuelle qui se passe dans notre pays, il est important que nous soyons journalistes ou pas, que nous puissions donner de la voix. C'est ce qui est important. On ne peut pas être insensible aux souffrances des Congolais. On ne peut pas être également insensible au malheur des Congolais. On ne peut pas être insensible devant les détournements des deniers publics. On ne peut pas être insensible devant ceux qui pillent l'État, qui sont en train de paupériser la population. C'est important. Je suis Congolais, au-delà d'être journaliste. Lorsque les gens souffrent, lorsque les gens n'ont pas d'école, n'ont pas d'hôpitaux, ce sont deux fois aussi nos frères à la maison. Ce sont aussi nos cousins, ce sont aussi nos grands-parents qui manquent de route, qui ont des difficultés d'aller au champ par exemple. Eh ben, je suis citoyen, d'abord je dois réagir par rapport à... Vous savez, c'est le débat, chaque fois on le dit, hein, qu'on doit être neutre. Oui, on doit être neutre, objectif. Mais vous savez, par exemple, je rappelle par exemple en France récemment, qui ont fait que Sarkozy puisse échouer à la présidentielle. Ce sont les journalistes français. Ne vaut plus pour notre pays. C'est important. Nous devons être des acteurs. Nous sommes les leaders d'opinion, des acteurs orienter l'opinion pour dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est le vol, ça c'est le mal. Et c'est ça notre rôle également en tant que dans la société. Et si on ne le fait pas malheureusement, on semble dire écoutez, il faut observer, être des acteurs. Non, la souffrance, ça nous touche nous tous, que nous soyons journalistes, et nous devons dénoncer. Et d'ailleurs, vous savez, nous avons aussi des journalistes d'investigation, pourquoi pas. Si le journaliste était vraiment des gens engagés dans le bon sens, eh ben, beaucoup de choses changeraient
dans ces pays. Très bien, alors on va aller directement à parler de l'actualité. Médard Kankolongo, je suis à vous. Majoration des frais académiques dans nos différents établissements d'enseignement universitaire. Vous avez appris hier, il y a eu quelques manifestations au niveau de l'IEC, à l'ISTA également, à l'IFASIC, à l'UNIKIN. On a même renvoyé certains étudiants. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui la majoration des frais académiques? Est-ce que la décision du ministre est-elle motivée? Bon, écoutez, alors vous allez dire à que non, je m'attaque aux gens. Parce que c'est comme ça, c'est facile de s'échapper. Quand on détourne les moyens de l'État, on cherche les échappatoires. Moi, j'ai à travers l'enseignement supérieur universitaire. Et j'ai eu l'opportunité de côtoyer un peu ces DG, ces recteurs. J'aurais appris qu'à l'IEC, qu'il y a eu des troubles. Moi, personnellement, j'ai fait des missions de service mandatées à l'époque par le ministre. Je vous dis, c'est grave. D'abord, vous regardez. Quand on paie les frais académiques, je dénonce. On prend les 20%, on dit c'est l'effort de construction. Dans presque tous les instituts universitaires, même les universités. On prend 20%, on dit effort de construction. Malaisie, regardez, on ne construit rien. Même des toilettes posent problème. Alors, moi, ce qui m'étonne, j'ai posé la question et je n'ai jamais trouvé de réponse. Pourquoi on doit majorer les frais académiques? L'ancien ministre Steve Mbikai, les taux sur le marché étaient de 1600. Il négocie pour les étudiants. Il obtient au Conseil des ministres qu'on garde les frais académiques au taux de 920. Il y avait ce qu'on appelait le manque à gagner que l'État complétait. Félix arrive avec le peuple d'abord. Il le sait très bien que rien n'a évolué, rien n'a changé. Les gens pleurent, les gens souffrent, à part les politiciens qui se sont enrichis à toute impunité. Parce que même ceux qui étaient pauvres, vous êtes en train de construire, on m'a montré des parcelles bien clôturées avec des immeubles. Bon, après, c'est pour un politique. Mais comment il a eu, ça ne s'explique pas. Mais ces enfants-là, leurs parents, leur situation n'a encore pas évolué. Quelqu'un me disait non, l'université n'est pas fait pour les pauvres, même aux États-Unis, l'université coûte très cher. Ok, mais pourquoi vous comparez les incomparables? Même nos compatriotes qui sont en Europe, ils savent très bien. L'État prend en charge les citoyens. Là, il y a l'assurance maladie, il y a les logements, il y a même les indemnités kilométriques. Donc, même un centenaire qui travaille, l'État le prend en charge. Mais ici, chez nous, vous trouverez qu'il y a même les gens qui travaillent à la fin de chaque mois, par exemple, 150 000 francs. Et vous dites, alors qu'il va payer 500 000 francs pour son fils ou sa fille. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est Thomas Louaka. Et Félix a tombé bien. Le problème, c'est le gouvernement ou c'est Thomas Louaka? Non, c'est Thomas Louaka. Suivez son parcours. Parce que la décision de Louaka serait débattue en Conseil des ministres. Il faut vous rappeler que Thomas Louaka, c'est un ancien rebelle. Vous le savez, non? Michel est là, je crois s'il avait rencontré un jour un ancien rebelle, degré MLC, par opportuniste. Et il quitte MLC. Ça fait partie de son passé. Non, vous aussi, on vous reproche d'avoir collaboré avec Mbika qui était au... Mais c'est moi qui l'ai dit, non? Et j'ai démissionné. Depuis que j'ai démissionné, je suis resté constant. Je me suis séparé avec Mbika parce que j'ai trouvé que non, il avait d'autres convictions que c'est moi je défends. Parce que notre parti est dans l'opposition. N'oubliez pas, on a accédé au pouvoir lorsqu'on est allé au dialogue de Senko. On n'a jamais été membre de l'MP. Vous voyez? Alors, il débarque, rebelle, pas, il est avec MLC, Guémena, Guado, il est ici. Après quelques jours, il quitte. Il est maintenant avec Kabila, c'est MLC encore libéral. Après, il chute, il devient peut-être un tic. Il chute. Les ITP, là, n'en parlons pas. Tous les travaux inachevés. D'abord, il y a Unikin. Parce que vous allez voir que même le route qui menait vers Unikin, il est laissé très avancé. Il est aujourd'hui ministre de l'ESI. Moi, j'ai dit à mon petit frère, il faut beaucoup prier. Classe avant, il y a un ministre. Tous ces enfants qui étudieront quand Louaka sera ministre, Banangambo.
Et vous allez voir, comme il avait resté des routes inachevées, même les cerveaux de nos enfants, parce que regardez, c'est inachevé. On a formé Inikin. Est-ce que tu sais ça? Oui. On a formé Inikin. À l'ISTA également. Le calendrier académique, On a perd même des jours. À l'ISTA, à l'IFASIC. Même qu'on perd des jours, il y aura parce que sur le programme académique. ISTA s'est fermé. IFASIC. IFASIC, j'ai vu des montages. Là, on a le repère donne ceci. J'ai petit six étudiants là. Nous vous demandons pardon. On vous demande pardon pourquoi? Un étudiant, c'est un intellectuel. Il s'est réclamé ses droits. Très bien. Donc, cette histoire, c'est monté laboratoire du FCC. Félix, comme il n'a pas de laboratoire, il est tombé dans ce piège. L'année de l'action, première action, Inikil Frey Mati. Année d'action, deuxième action, Einstein et les étudiants s'opposeront à Félix. C'est clair. Très bien. Alors, mais, Michel Koyapa, est-ce que dans ces mouvements des contestations, dans ces mouvements des troubles, est-ce que finalement, que dit le gouvernement? Le gouvernement ne peut rien dire et n'apportera pas les solutions que tout le monde attend, malheureusement. Parce que seulement le problème, comme le relevait tout à l'heure Médard Kakolongo, le problème est plus structurel d'ailleurs, global. Il faut le voir dans cet état d'esprit de globalité. En fait, nous avons perdu toute l'essence même de notre dispositif de l'enseignement supérieur universel en RDC. Et là, il faudrait, le problème de frais académiques, majorés ou pas, les tensions qu'on est en train d'observer dans l'université, c'est un problème, c'est l'un des problèmes qui se pose dans ces grands dispositifs que je suis en train de dire. Donc aujourd'hui, d'abord, c'est un problème qui commence avec même l'enseignement supérieur universitaire. On commence d'abord avec ceux qui gèrent même l'enseignement supérieur universitaire. On commence par avec le ministère de tutelle en principe. Qui sont en réalité ceux qui dirigent ce ministère depuis ces 20 années, dernières années dans notre pays? La plupart des cas, ce sont des politiques. Il y a un fort dictat politique qui justement, qui font que malheureusement, on ne sait plus penser la vraie stratégie de l'enseignement supérieur universitaire. Quand on nomme un politique, il répond à des exigences politiques. Mais généralement, ces politiques sont aussi professeurs d'université, pour la plupart. Pour la plupart. Mais en tout cas, en voyant le tout dernier ou les 5 années qu'on a vécu ici, par exemple, quand vous voyez par exemple le ministère Mikaï, le ministre Mikaï à l'époque, qui était ministre de tutelle de l'enseignement supérieur universitaire, à l'époque, il n'était même pas chez les travaux. Ça pose un problème. Récemment, vous avez un Thomas Louaka qui vient aujourd'hui comme ministre de l'enseignement supérieur. On me dit qu'il est licencié en droit. Entre guillemets. Vous le connaissez très bien. Oui. Voilà. Il est licencié en droit et qu'il est même inscrit au barreau de la Gombe. Tant mieux pour lui. Mais il n'est pas un homme rodé dans l'enseignement supérieur universitaire. On aurait bien voulu avoir des gens, comme à l'époque, on avait un professeur comme Père Sonam, qui était médecin, Machako Mamba, Théophile Mbemba. Avec à l'époque, à un moment donné, il y avait une dose politique, mais qui était en principe un peu engloutie dans une certaine compétence sur le plan de domaine. Ça, c'est un problème à ce niveau-là. Donc, un ministre qui vient, qui n'est pas du domaine, qui n'est pas de l'enseignement supérieur, qui n'a fait des études qu'il vaut, et d'ailleurs, on me dit que pour être ministre de l'enseignement supérieur universitaire, en principe, c'est le seuil, c'est être au moins professeur ordinaire ou professeur d'université. Ça, c'est un principe. Parce que comment voulez-vous, vous qui n'étiez qu'un licencié, demain vous allez diriger des professeurs d'université qui sont des professeurs ordinaires, des professeurs en temps plein, par exemple, qu'on va à l'université, ça pose un nombre de problèmes. Donc, c'est un problème à ce niveau-là. Deuxième chose, vous allez maintenant voir ceux qui dirigent les instituts supérieurs et universités. Prenons les DG. La plupart des cas aussi, bien qu'étant des professeurs d'université, la plupart aussi, mais qui sont, deux fois, répondent à des dictats politiques, c'est-à-dire qu'ils sont principalement soit du FCC, soit de l'opposition. Aujourd'hui, ils cachent FCC par exemple. Ça pose un problème. Est-ce qu'un DG qui a été nommé, pas par rapport à ses compétences dans le domaine X, Y, mais parce qu'il fait partie d'un parti politique, va-t-il véritablement répondre aux attentes par rapport à l'enseignement? Ça pose un problème. Voilà pourquoi, tout à l'heure on dénonçait le fait de gabegie financière, mais c'est la faute, c'est pas à les DG. Ils subissent justement le poids. Vous savez qu'il y a des DG qui cotisent même pour les activités politiques des partis politiques respectifs. Vous avez les DG qui cotisent par exemple pour le mariage d'un ministre. Les DG qui cotisent pour le deuil par exemple d'un premier ministre.
Tout ça, ce sont les charges. D'où tire-t-il ces fonds? C'est dans la caisse de ces instituts supérieurs et universités. Du coup, les maigres moyens qu'ils obtiennent à travers les frais académiques, au lieu que ça serve pour le redressement de ces différents instituts, eh ben, ça sert dans les poches de différents politiciens. Donc, les universités et les instituts supérieurs sont devenus des vaches à lait. Vous savez que chaque ministre qui est nommé comme ministre de l'enseignement supérieur universitaire, il y a ce qu'on appelle le caucus des DG des instituts qui cotisent de l'argent. Chacun doit avoir au moins 50 000 $. 50 000 aussi. Américains à mettre dans le caucus. Imaginez le nombre des instituts supérieurs que nous avons dans notre pays de RDC. Chaque DG doit au moins donner 50 000 $. Et le caucus prend cet argent, remet au nouveau ministre des tutelles. Pour en faire quoi? Pour protéger leur poste. Pour protéger le poste. Et voilà pourquoi, même si on accuse un DG de gabegie financière, de détourner le fonds par exemple, il est protégé. Vous avez suivi à l'époque avec le dossier avec Steve Bikaï, à l'époque, où il suspend par exemple le DG de l'ESC. Le DG a été réhabilité par le Premier ministre. En réalité, quand vous allez, vous creusez le dossier, c'est un problème d'intérêt. Très bien. Et ça, eh ben, on ne sait pas résoudre le problème majeur par rapport à l'étudiant. Vous savez qu'aujourd'hui, l'étudiant, c'est l'étudiant qui est dans les dispositifs de l'enseignement supérieur universitaire. S'il n'y a pas d'étudiant, on ne parlera pas des DG, de l'institut. S'il n'y a pas un étudiant, on ne parlerait pas d'un ministre tutelle. Si on n'a pas un étudiant, on ne parlerait pas, non, même pas des professeurs, encore moins tous ces personnes administratives et académiques qu'on voit dans l'institut. Est-ce que l'étudiant est au centre de les dispositifs? Non. Aujourd'hui, quand vous êtes dans beaucoup d'instituts supérieurs aujourd'hui, eh ben, tout le temps de cours, et les professeurs, et les assistants, et les chefs de travaux, et même les étudiants se côtoient dans des bistrots. Tout leur temps. Est-ce que l'enseignement est dispensé comme tel? Non. Est-ce que l'enseignement est dispensé comme on l'attend? Non. Nous, on a eu la chance, nous, de faire de bonnes universités comme Médaka Kolongo. Mais nos frères, nos petits frères aujourd'hui, nos petites soeurs qui étudient à l'université, c'est lamentable. Des gens qui ne savent même pas écrire, qui ne savent même pas parler français. On a plus de bistrots et moins de bibliothèques. Exactement. Allez à l'ISC, allez dans beaucoup d'universités. Plein de bistrots. Moi, j'ai étudié dans une université. Et jamais de bibliothèque. Mais ils ne consultent même pas. Quel étudiant aussi? Allez seulement dans la bibliothèque universitaire. S'il y a 10 étudiants, en tout cas, je donne ma bain. Très bien. Alors, Médaka Kolongo, je reviens à vous. Pour avoir côtoyé ou travaillé dans les cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire ou nous démontrer par quel mécanisme on arrive à augmenter ou à majorer les frais académiques? Écoutez, je salue la façon dont Michel a analysé, mais je ne partage pas aussi ses points de vue parce que non, pour être ministre, il faut être nécessairement professeur. Bon, peut-être je ne sais pas, je n'ai jamais lu ça, mais là où je me pose des problèmes, nous avons des professeurs dans ces pays. Ce qui nous manque de ça, ce n'est pas les intellectuels, nous en avons plusieurs, comme Kokonyangi, Keke Moulumba, vous pouvez être professeur d'université. Les mauvais. Hein? Mais lorsque vous, je sais qui nous enseigne, un jour dans l'auditoire, j'ai posé la question Kamba Yubwati. Il me donnait le cours de critique historique. Je lui pose, je dis, monsieur le professeur, tout ce que vous nous enseignez, vous savez comment l'Europe s'est développée, vous nous montrez, mais la plupart de nos institutions, des professeurs, pourquoi vous n'avez pas la théorie et la pratique? Il m'a regardé dans l'auditoire, il m'a dit, Moana, comprendre. Donc, on peut être professeur, mais les intellectuels congolais utilisent leur sagesse pour appauvrir, clochardiser notre peuple. Je prends l'exemple, vous avez Sédé Mbikaï ici. Il était ministre, il n'était pas professeur. Mais il arrive, il crée ce qu'on appelle le bourse de solidarité. Même les enfants les plus démunis, là on continue de compétences. Il a fait ici à l'ISP. Il prenait au moins 100 étudiants. Bon, c'était qu'un échantillon. Après examen, le ministère des tutelles prenait en charge les frais académiques. Et
Et il a même coopéré, je connais moi-même, j'en connais quelque chose. Il y avait au moins, il a fait des années, je crois, il y avait 30 à 40 étudiants, 15 étudiants hier, dans des domaines spécifiquement techniques. Et ça ne pouvait avancer les choses. Mais comme il était dans une zone de FCC, caché consort, c'est cette famille politique à laquelle je n'appartiendrai jamais. Ils ont détruit la République. Moi, je lui ai dit, vous n'avancerez pas avec de telles idées. Alors, revenez à ma question. Alors, j'arrive. Alors, on peut bien majorer les choses académiques. D'abord, c'est purement politique. Parce qu'on veut détruire Félix dans l'opinion, il faut le retenir. Le FCC travaille pour l'affaiblir. Je vous donne un cas typique. Quand Félix annonce la gratuité de l'enseignement primaire, vous avez suivi Libakonga, vous avez suivi Maker Mwangou, la paternité de la gratuité appartient à Joseph Kabila. Donc, cette guerre-là de positionnement, pour vouloir sur blanc, et Félix l'a dit à Londres, qu'il y a certains ministres qui lui disent clairement, ils sont là pour les mettre des bâtons dans la roue. Et il ne travaillera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soulever les couches de notre peuple contre M. Tshisekedi. Il le fera avec le médecin, il le fera avec les fonctionnaires. Les médecins qui sont déjà en grève. En grève, vous allez voir, ils prendront les fonctionnaires de l'État, ils prendront les étudiants, ils ont déjà réussi. Parce que moi, j'étais, ce jour-là, il fatigue. Je sentais quelqu'un qui me dit, ah, mais maintenant, il y a Kabila, c'est la Kaboyete. Et le fait seulement que Félix a entériné la décision de M. Louak au Conseil des ministres, on est mal parti. Mais même si on veut majorer quand même, on peut quitter par exemple 10 000. C'est là que moi je vais avoir beaucoup plus de 20 000 mais il y a des 100 000, 200 000. Bon, la plupart sont des politiciens, hein, comme ils se sont enrichis très vite, alors ils pensent que les parents aussi ont gagné de l'argent. Non. Alors, je me pose la question. Le peuple d'abord, entre guillemets, comme c'est motivé politiquement pour montrer à ses étudiants que Félix n'est pas avec vous, c'est motivé, et le laboratoire du cash ne travaille pas. Quel intérêt aujourd'hui? Pourquoi ne pas maintenir les taux de 920? Prenez le manque à gagner. Moi, je donne une solution par exemple. Est-ce qu'ils n'ont pas d'argent? Non, l'État de l'argent. Mais le manque à gagner a aussi posé pendant longtemps des problèmes. Non, je vous dis, moi j'en connais quelque chose. Les professeurs sont partis en grève plusieurs fois à cause de ces manques à gagner. Ça a été résolu. D'ailleurs, je vous dis que le ministre là, qui n'était même pas professeur, il les a maîtrisés. C'était très bien passé. Le pays ne manque pas d'argent. Je donne un exemple. Alors qu'est-ce qui nous manque alors? La volonté politique. Les gens pensent qu'ils peuvent se servir. Comment tu peux t'imaginer que de moins de 100 jours, on détourne à 15 millions de dollars. Si on prend seulement 1 million, bon, je laisse 15 millions. 200 millions. Non, prenons seulement 6 millions. 6 millions avec... Qui devraient sortir, par exemple pour les 24. Affecter l'alternance. Prenez 6 millions affectés pour l'université. Laissez les étudiants autour de 920. Si l'État va améliorer, je n'ai pas content de donner le statu quo, non. Si l'État améliore, par exemple, le parent d'un étudiant qui touchait par exemple 100 $, l'État l'a mis par exemple à 400 $, je suppose. Alors, majorer aussi les faux académiques, parce que vous avez résolu aussi le problème des salaires. Mais comment les parents savent cette somme modique? Ou vous trouvez que personne n'avance pas la situation? C'est grave. Je plaide. Je crois que nous ne m'entendrons jamais, parce que c'est l'option levée à Kingakati de soulever les étudiants. Ils le feront pendant le quinquennat de Félix. Il faut retenir que les Félix seront pour les premiers opposants. C'est une couche très importante de notre population. Et vous allez voir, on est mal parti. Très bien. Alors Michel, est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure la question de la même mise des politiques dans la nomination des DGs et recteurs des universités et instituts supérieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à responsabiliser les professeurs eux-mêmes afin qu'ils soient à mesure d'élire leurs recteurs ou les directeurs généraux? Non, en réalité, ces choses se passent normalement ailleurs. Je crois que ceux qui ont l'expérience les défendent. Nous, par exemple, moi, je fais par exemple l'Université catholique du Congo, l'Université faculté catholique. Les problèmes ne se posaient pas. C'est une université privée, certes, mais les problèmes ne se posaient pas dans la désignation des recteurs, par exemple. Donc, il y a un collectif, il y a un comité qui siège, qui voit d'ailleurs, à l'époque,
Et d'ailleurs, c'est ça aussi l'un des critères importants. D'abord, pour nous, pour être professeur, il faut au moins été distingué 3 fois. Il faut avoir une mention de 80%, donc une grande distinction pour être professeur d'université. Et pour être recteur, certes, il y a des critères sur le plan religieux, par exemple. Il faut être de catholique, pratiquant. Il faut avoir une certaine autorité ou soit une certaine éthique claire et démontrée et démontrable à ces niveaux-là. Mais ce qui est important, c'est que ces domaines de l'enseignement supérieur, on dit enseignement supérieur. Donc, on suppose que c'est un haut niveau de connaissances. On ne peut pas confier, tout à l'heure, Médard tentait de défendre, mais on ne peut pas avoir un apprenti à ce niveau-là, diriger tout un ministère de l'enseignement supérieur pour un pays. Un pays se repose sur les enseignements supérieurs. Les États-Unis d'Amérique se développent à travers les enseignements supérieurs. Ce n'est pas à travers des petites choses, non. Donc ce sont des hauts niveaux, ce sont des savants comme on les appelle. Et comment vous n'êtes pas savant, vous allez diriger les savants? Ça pose un problème. Et ça se voit dans la pratique même, dans les différents, ceux qui étaient ministres de tutelle, par exemple, de l'enseignement supérieur, ils ont tâtonné. Les tout récents, Thomas Louaka, la décision qu'il prend, par exemple, pour le cas de l'UNIKIN, c'est un problème qui était structurel au-delà de tout. Il n'a pas résolu le problème en tant que tel. Aujourd'hui, les décisions vont revenir. Le problème va encore se poser. Tout à l'heure, je disais, il faut repenser toute la politique d'enseignement supérieur dans toute la RDC. Ce n'est pas le problème des frais académiques. Est-ce que l'État subventionne des universités? Il n'y en a pas. C'est à travers le fonds ou les différents frais académiques que paient les pauvres étudiants qu'on faut faire fonctionner non seulement l'université, mais aussi payer, je disais bien que c'est la vache à lait de politique aujourd'hui, les universités. On ne peut pas, vous savez, dans les pays qui sont des pays normaux, on ne peut pas politiser de matières comme l'enseignement supérieur. Ça, c'est inconcevable. On ne peut pas rêver qu'aux États-Unis, on peut politiser l'enseignement supérieur. Ou Harvard, par exemple, puisse être politisé. Ou le recteur d'Harvard peut être un politique. Ou des démocrates ou républicains. C'est impensable. C'est la vie de la nation. Aujourd'hui, on a des problèmes. Qui vont nous résoudre le problème? C'est à l'université qu'on résout tous les problèmes. Et la conséquence, aujourd'hui, on le voit. On a eu en 60, par exemple, moins d'intellectuels. On avait moins de problèmes. Aujourd'hui, on a plus d'intellectuels, on a aussi plus de problèmes. On a énormément de scientifiques, d'intellectuels, mais on a l'impression qu'on a plus de problèmes. Tenez par exemple, je prends le cas le plus banal, le saute-mouton, les embouteillages à Kinshasa. Nous avons ce qu'on appelle les urbanistes, qui ont fait les études universitaires à ces niveaux-là, qui ont pensé, ils savent comment on doit urbaniser les villes. Où est-ce qu'on a construit, où est-ce qu'on peut pas construire? Est-ce que ces gens sont consultés dans les différents cabinets ministériels? Jamais. Non. Pourquoi? Parce que le ministre qui est là n'est pas de domaine, il est politique. Ça pose un problème. Aujourd'hui, on a été tâtonné. Vous allez les routes. Pourquoi nos routes ne durent pas? Les routes qu'on appelle usage unique. Mais on n'emploie pas les gens qui sont habilités de le faire. Moi, je fais la communication, eh bien, demain, on peut m'appeler à faire un projet par rapport à la médecine. Mais quel résultat doit-on avoir? Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on repense toute la politique. Qu'est-ce qu'on veut de notre enseignement? Comme ailleurs le font. Est-ce que finalement, sur le plan militaire aujourd'hui, sur le plan par exemple de la médecine, sur le plan par exemple, imaginez, affaire aussi très grave sur le plan de la médecine. Nous avions ici notre pays un spécialiste qui a prouvé dans le monde, en Afrique, ses compétences par rapport à tous les virus. Ebola par exemple. On a connu un cas d'Ebola à l'Est, à Beni. Il a fallu que des gens meurent. Des milliers de gens meurent. Plus de 3000 morts à Beni à cause d'Ebola. Alors que le professeur Mouyembe était ici, personne n'a voulu l'engager. On a tenté, à cause des intérêts du ministre à l'époque, qui était ministre, Olivier Lunga, qui était ministre de la Santé, employer des gens qui n'étaient pas de domaine. Depuis que Mouyembe est là, on ne parle plus, pratiquement plus d'Ebola. C'est ça ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que nous voulons? Nos étudiants qui sont ici, qui subissent malheureusement cette politique-là, qui subissent justement cet tâtonnement de la politique au niveau du gouvernement, des ministères et même de ceux qui gèrent ces universités. Ils subissent les pauvres étudiants. Qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui?
quand vous allez, vous prenez les notes des étudiants. Moi, j'ai fait la communication. Mais quand vous prenez les notes des étudiants, il n'y a même pas la mise à jour de notes, de cours. Les professeurs qui se contentent. Moi, je connais les professeurs, je peux pas, j'ai beaucoup d'estime avec les professeurs, mais il faut quand même dire la vérité à l'opinion. Les professeurs qui ne font que changer les pages de garde de leur syllabus. Les contenus restent les mêmes. Ils n'ont même pas le temps eux-mêmes de relire leurs notes. De vieilles notes, de 85, et c'est jusqu'aujourd'hui. Alors que les choses évoluent. Mais quand vous avez des professeurs qui sont prêts à ramper pour des individus, est-ce que... Mais justement, je dis, à quoi doit-on s'attendre? La cause, c'est ça, répenser. Il faut donner des moyens suffisants aux professeurs, avoir des moyens. Si un professeur qui est mal payé, imaginez-vous, un professeur qui ne gagne que 400 000 francs congolais, il a aussi une maison à payer. Il a aussi les enfants qui doivent étudier à l'université, qui sont à l'école primaire par exemple. Donc je dis que c'est un problème global. Si on n'y prend pas garde, aujourd'hui, nous sommes tombés trop bas. Alors qu'on avait des scientifiques, on avait des professeurs d'université qui étaient des références en Afrique et dans le monde. Moi, je connais des professeurs d'université qui donnent des cours ailleurs, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, mais qui sont incapables de donner les mêmes connaissances à nos frères, à nos petits-enfants ici. Très bien. C'est un problème général et ça doit être mis sur la table pour discuter. Alors, Médard Rancolong, aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont renvoyés dans des universités, des professeurs qui ont suspendu les activités académiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on tient compte du calendrier académique? Mais c'est ce que je vous ai dit. D'abord, Michel venait de me rejoindre, mais tout en me contredisant, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas mettre de professeurs, mais j'ai dit que nos scientifiques doivent répondre effectivement aux besoins réels de notre population. Nous avons tellement de professeurs des universités, et vous pouvez... Qui gère l'Assemblée nationale? Le directeur de cabinet des cabinets, l'ancien directeur. Némi, professeur. Matata, professeur. Minakou, professeur. Mais si vous passez là où ils ont géré, vous liez la théorie, la pratique, vous posez aux professeurs, il y a Wapi. Mais tu ne pas un professeur de... Non. Non, lui, il est seulement le petit-fils de sa grand-mère. Voilà, donc, il y a tellement de professeurs, un certain qui te pose la question, mais le savoir-faire. Et d'ailleurs, si l'État même ne subventionne pas les universités, si on met au je demande qu'on nous dite le DG, ils seront tous en prison. Et vous savez, l'effectif des étudiants n'a jamais été réel. Si l'État aujourd'hui, je demande à l'IGF qu'on envoie, voilà, que des estimations. Les DG là, ce sont des millionnaires. Je prends les cas, on commence avec l'ISC, on va à l'INIKIN, on prend ISTA, on prend, je te dis, si on nous dit, ces instituts universitaires, c'est grave. Il y a des détournements à échelle. Michel l'a dit ici, on suspend, comment il s'appelle celui de l'ISC? Mbangala. On le suspend pour des détournements graves. Le Premier ministre va les réhabiliter par la suite. Bruno, tout ça, au retour, qu'est-ce qu'il fait? Opération retour. Rétrocommission. Vous voyez? Donc, je suis d'accord avec lui. Mettons les hommes purement dans le domaine scientifique. Parce que celui qui est scientifique, il sait très bien. Un étudiant qui rate 15 jours de cours, c'est là un dommage le calendrier académique. Mais vous prenez un ancien rebelle. Vous le mettez, il est là parce que je connais le Congo. Il paraît que l'université Angoan. Pour attendre les Amiganda, je connais le Congo. Il y a peut-être Tang. Donc, à un certain niveau, moi je plaide et je vous dis, si Félix, l'année de l'action, le premier action, c'est la majoration des frais académiques. Et comme il a avoué qu'il y a certains ministres du FCC qui le bloquent, il est grand temps, peut-être que même le moratoire. Dis par exemple que nous pouvons sur cette histoire, chercher un compromis avec les étudiants, voir ce qu'on peut faire, ils sont gagnants. Mais le temps passe. À l'unité, ça fait déjà pratiquement un mois. Mais c'est ce que je vous dis. Mais vous avez qu'un ancien rebelle, lui, madame Brala, c'est dit naïveté. Vous comprenez? Là, je rejoins Michel. Si on peut prendre un professeur qui sait l'utilité. Et si on prenait Kokonyang pour remplacer Thomas Louak, parce qu'il est aussi professeur? Non, lui, notre vieux, c'est lui, il a un problème d'FPI. J'ai appris que bon, laissez-lui se reposer. Donc, on veut chercher.
On m'a pris qu'il attaque sur le Japon, sur la Corée, ici il n'enseigne pas. Moi, ce qui m'intéresse, on prend un professeur, on le met là où il fait. S'il travaille pour l'intérêt des étudiants, c'est une très bonne chose. Mais on est mal parti. Alors on fait quoi avec tous ces étudiants renvoyés? Mais il n'y a que le gouvernement qui peut s'impliquer. 12 étudiants à l'ISTA, 6 à l'IFASIC. D'abord, c'est de la manipulation inutile. Ces étudiants les renvoient pourquoi? Quelqu'un qui réclame ses droits, nous quittons de 300 000 à 570 000. Donc je ne vais pas réclamer. Donc même le droit, un scientifique, un étudiant, c'est un homme instruit, qui connaît ses droits et ses devoirs. Comment on justifie ça? On peut par exemple de 300 à 310 000. Ça peut s'expliquer. De 300 à 320 000. Mais de 300 à 570 000 comme Aliès et j'ai appris. Moi, je ne vais pas parler de Zongo. On le réclame pour pouvoir envoyer les étudiants. On n'a pas majoré les salaires des parents. Déjà, on parle des affaires, comment on appelle ça encore, affaires hyper. Les hyper. Et puis, on va encore majorer les frais académiques. Donc, moi, je demande qu'on suspense cette mesure populaire, oui. Et ça joue contre M. Tshisekedi. Peut-être que son cabinet ne l'aide pas. Ce sont des mesures impopulaires qui n'apporteront rien. Les étudiants, si nous franchissons de notre population, ils doivent collaborer avec ces étudiants. Donc, au nom de mon parti, je plaide qu'on puisse sur ces décisions. Sinon, pas le pays va s'embraser. Aujourd'hui, on a Kinshasa, demain, c'est Kisangani, c'est un bougement par-ci, par-là. Donc, ça va poser problème. Kisangani, d'ailleurs, on vient à peine d'ailleurs de reprendre avec les activités académiques. Voilà. Alors, le peuple d'abord. Très bien. Alors Michel, on va conclure ces premiers thèmes de l'émission avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à une sorte d'implication du président de la République dans ces dossiers universités? Il en a les grands intérêts, hein, c'est à son profit d'ailleurs, de pouvoir s'impliquer et de trouver des solutions durables. Et ça, je disais tout à l'heure que ce qui se passe aujourd'hui à travers des décisions impopulaires qui sont prises de fois par des ministres qui n'ont pas, peut-être pas les compétences avérées dans ces domaines-là, en tout cas, joue négativement sur sa cote de popularité. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez affaire dans l'histoire du pays, depuis Mobutu, depuis les indépendants d'ailleurs, depuis Mobutu, on est passé jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous commencez à avoir des problèmes avec le milieu estudiantin, avec les étudiants, eh ben, vous êtes déjà dans une pente très glissante. Et c'est dangereux pour lui-même. Il est impérieux pour lui-même de tirer les conséquences et très rapidement de trouver des solutions. Et je proposais ici qu'aujourd'hui, il est facile de le faire lorsque, par exemple, je dis, vous avez toutes les universités que vous voyez et un supérieur public. Les recettes ou les ressources qu'ils ont ne peuvent pas supporter les charges qu'ils ont. Et ça, c'est démontré à ces niveaux-là. Et voilà pourquoi je plaide, et j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut une certaine subvention. Et même si l'État n'a pas de moyens, entrevoir des coopérations avec d'autres universités, par exemple. Ça, c'est fait. Moi, j'étais aux facultés catholiques. Vous savez, à l'époque, nous, on payait 375 $ américains pour toute l'année. Et les professeurs n'avaient pas droit de vendre les syllabus. Chaque professeur venait dicter son cours. Et on n'achetait pas les syllabus. Et sur les 375 $ toute l'année, vous ne payez aucun autre frais. Ni le frais de dépôt de mémoire ou de TFC, tout ce que vous voulez. Rien du tout. Pourquoi? Comment maintenant l'université faisait en sorte pour supporter ses charges? Il y avait des coopérations. Il y avait des subventions à l'extérieur, comme c'est une université privée. Et ça prenait en charge toutes les charges de l'université. Le frais de fonctionnement, payer les professeurs, payer, c'est pas quoi, les moyens pour essayer de fonctionner. Et les frais que nous payions à l'époque, pour chaque étudiant, supportaient d'autres frais par exemple. Et c'est faisable, il faut envisager cela. Sans quoi, on ne pourra rien faire aujourd'hui. Et ça posera toujours un problème et on fera un cercle vicieux autour de problèmes. Alors qu'il y a des solutions. Il faut entrevoir des moyens et pourquoi pas des coopérations avec l'université. Mais aussi, ça aussi c'est un problème. Pour que vous entrevoyez de coopération avec l'université, il faut que vous soyez aussi compétitif. Et c'est là, en termes de viabilité de l'université, et quand on parle de viabilité, c'est que, est-ce que vous avez les infrastructures qui sont adéquates? Est-ce que vous avez les compétences au niveau de corps professoral? Est-ce que vous avez les bonnes gestions de votre finance?
Est-ce que vous avez aussi des enseignements qui vaut ou qui valent par exemple sur le plan en termes de compétition face à d'autres universités? Et ça, on peut le faire si justement on met en place une politique claire à ces niveaux-là. Très bien, on va prendre les deuxième thème de l'émission. Je commence avec vous, Michel. Passe d'armes entre les ministres des Finances et les DIRCAB. On a, depuis un moment, on fustige les ministres des Finances de bloquer les décaissements des fonds. Alors aujourd'hui, vous avez suivi la sortie médiatique du directeur des cabinets du président de la République et vous avez aussi suivi la réplique, entre guillemets, du ministre des Finances. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre les ministres des Finances et, je dirais, la présidence de la République? D'accord. Bonne question. Merci beaucoup de ces questions. Je crois qu'on va mettre le point sur les i. Sélé Alogouli arrive comme nommé ministre des Finances dans le gouvernement Sylvestre Ilunga. Il répond d'abord, il faut dire, il répond de son secteur, sous la direction et la coordination du Premier ministre. Ça, c'est clair. D'ailleurs, moi, je trouve indécent que Kamere, qui est directeur de cabinet d'un chef de l'État, puisse entrer en conflit direct avec un ministre d'un gouvernement. Lui, il n'est que simple administratif. Mais lui, il est ministre d'un secteur précis et de surcroît des finances, l'argentier de la République. Donc il répond de son action par rapport à son gouvernement et surtout face à la directive lui édictée par le Premier ministre. Là, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Sélé arrive comme ministre des Finances. Il trouve les dossiers sur sa table, notamment le programme d'urgence du chef de l'État, estimé à l'époque à plus de 350 millions de dollars américains. Le décaissement de fonds que lui trouve, l'État, les trésors publics a déboursé 70% des fonds pour exécuter ces différents travaux. On lui impose de payer les 30% qui resteraient sur les 100%. En tant que responsable, il dit, mais nous avons déboursé 70% déjà de fonds alloués à ces travaux, de 100 jours. Dites-moi, on doit vérifier, dites-moi à quel niveau se situe le niveau d'exécution de ces travaux par rapport aux fonds décaissés par l'État congolais, par les trésors publics. Le travail a été fait. On découvre que sur les travaux de 100 jours, il n'y a que 40%. Et c'est là où Kamere a menti à l'opinion. Seulement 40% du taux d'exécution des travaux, alors que l'État a déboursé 70% de fonds. Ça pose un problème. Qui a géré ces fonds? C'était géré au niveau de la présidence. À l'époque, c'était au niveau de la présidence. Il faut demander à Kamere. C'est lui qui doit savoir comment c'est géré. Alors, il demande à ces entreprises, mais vous me demandez, moi, à vous payer les 30%. Je vous demande, quand vous avez déjà reçu 70% de fonds, exécutez les travaux au niveau aussi des 70%, et quand vous revenez, moi, je vais payer 30% restant. Et c'est là où ça bloque. Mais pourquoi Kamere réagit? Justement parce que il a touché le fond, il a bloqué là où coulait le recette. Comment? Tous les marchés, et je crois que le rapport de l'EDEP a été plus précis à ce niveau, même qu'il a tenté de réagir, où on démontre clairement tous les marchés passés dans le cadre du programme de 100 jours. C'était des marchés de gré à gré. Marchés passés de gré à gré. Suppose, Kamere dit, on le fait en procédure d'urgence. Mais non, papa. Nous avons vu ici des entreprises créées en 2 jours bénéficier de moins de fonds de millions de dollars. Ce qui est quand même étonnant. 3 millions, 6 millions. Et quand vous entrez dans le fonds de ces entreprises, il y a des accointances entre ces entreprises ou les détenteurs de ces entreprises et soit Kamere, soit quelques-uns autour de Félix Tshisekedi de la présidence de la République. C'est un problème. Il y a eu le problème des retaux-commissions dans ces différents marchés. En réalité, c'est quoi? Toi, je te donne, il y a une COP, hein, une COP là. Une COP, le président l'avait appelé une COP. Voilà. Voilà. Alors, toi, tu crées une entreprise, on te donne des fonds, mais toi, tu me rembourses autant. En réalité, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La présidence de la République, ou Kamere, à travers ce service, sont bloqués. Parce qu'il n'y a plus l'argent, l'argent a été déjà dilapidé. Donc on ne sait plus évoluer avec les travaux des 100 jours. On ne sait pas évoluer. Maintenant, c'est les pauvres qui viennent
comme il était aussi pétri dans ce domaine, vous savez qu'il vient d'abord de la Bisseko, il a été DGI, dans le sillage de Matata, l'homme de la rigueur. En même temps aussi, il rappelle, c'est ça aussi le problème. La RDC s'est engagée dans notre coopération avec le Fonds monétaire international, qui impose un certain nombre de cadres de logique de gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on dépenser l'argent parce que pour faire plaisir à Kamere? Non, il bloque. Voilà pourquoi il est devenu l'homme à battre. Maintenant, je donne, pour terminer rapidement, je prends ici les tableaux synthétiques présentés par Kamere lui-même. Sur, il dit, exécution financière, programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État. Et c'est estimé en dollars. Je prends un exemple banal. Le point, ici, par exemple, 11,5 ou 11,6. Déjà, sur le plan, ça c'est, on parle de l'agriculture, pêche et élevage, par exemple. Déjà, ici, le FPI, parce que le fonds devient des trois publics, le FPI et les fonds. Déjà, ici, on a déboursé plus de 6 millions de dollars américains. Entre nous soit dit, que quand même regarde la population congolaise maintenant, sur le plan de l'agriculture et l'élevage, qui a déjà vu le poisson? Il a octroyé 5 000 poissons récemment à Mwanda, 30 vaches. Donc, les poissons là, c'est le fonds de prière public dépensé pour soutenir l'agriculture. Lui, il prend pour faire les dons dans un village ici au Congo central. Dons des Camerounais à la population. Ça, 30 vaches au fils Kabaré. L'élevage. Voici là où se trouve l'élevage des Congolais. Il est parti donner 30 vaches au fils de Jean Kabaré à Kigali au Rwanda. C'est ça le problème. Et là, il veut incriminer Sélé Yagouli. Non. Il dit non, monsieur. Il a commencé à dire, moi je me souviens, et je le dis sous réserve de Sakomi Molendo Sakomi qui est là, ministre des Affaires foncières. Il avait dit sur Jeune Afrique que Kamere avait des difficultés financières graves. Et il a commencé à vendre même ses maisons et ses vaches. Je pose la question, d'où viennent ces vaches que je vis avec Kamere dans son village? Il s'est fermier et... Donc l'argent qu'il a acheté, ça vient de 6 millions que le Trésor public avait déboursé pour relancer l'agriculture et l'élevage, mais lui, se l'est pris pour essayer de faire ses propres biens. C'est ça le problème. Médard Kankoloro, Michel vous a donné de la matière en tout cas. Vital Kamere est de plus en plus cité dans des sales dossiers. 15 millions... À part dans ces dossiers, là où on les cite, il y a toujours ma COP. Tu peux me rappeler quand là où il n'y a pas de COP. Hein? Je prends, par exemple... Les gens pensent qu'on a un problème avec Kamere. Non. Non. Quand par exemple il est à gauche et d'autres, on n'a qu'un problème avec M. Kamere. Mais sa façon de gérer la chose publique pose problème. Vous avez parlé ici quand il arrive. C'est lui qui a coordonné les singes. Parce que Michel a demandé ici comment on a géré ça. C'est lui. Parce que le rapport des inspecteurs généraux des finances montre clairement qu'il a écrit à l'inspection pour dire qu'on prend le 15 millions pour le loger dans les comptes des travaux du comité de 100 jours. C'est lui qui a piloté les 100 jours. Ça, il faut le retenir. Dédé, il a fait des marchés de gré à gré. J'ai par exemple une société qu'on appelle Semibo Congo. Semibo Congo créé le 8 août 2018. Et on octroie les marchés de millions de dollars. Il ne s'arrête pas là. Quand Semibo Congo arrive, Kamere écrit une lettre où il va au Congo central pour dire tous les matériels de Semibo Congo ne payent pas les taxes. Et vous avez Jean-Claude Vembel, c'est pour dire que non, c'est inadmissible. Donc, cette entreprise, qui du reste, nous avons appris que, apparemment, entre guillemets, c'est comme si c'est quelques montées de toutes pièces. Il ne peut pas ni de taxes, ni de douane, ni quoi, exonérer quand il arrive. Et lui, au contraire, allait récupérer maintenant. Donc, il calcule avec le message que je ne peux pas, et c'est parti comme ça. Quand ça arrive ici, il dit le président, il y a 15 provinces pilotes pour le construire des logements sociaux. Allez-y au camp, vous avez allez inquiéter. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Semibo Congo a écrit à l'office pour dire que non, l'office pour dire que non, si un moyen venez, nous construisons les murs de soutènement, parce qu'en réalité, toutes les zones peuvent s'écrouler. Donc c'est grave.
Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, on dit, on a décaissé 70%, les travaux 40%. Où sont partis les 30%? Jean-Michel a augmenté, c'est 30%, parce que moi j'aurais pris 30%. Alors, on justifie d'abord les 40%. Vous savez que dans l'histoire des 15 millions, il est cité. Quand vous lisez le rapport de l'IGF, si vous n'allez pas, je vous donne, allez-y au page 7. Le page 7, c'est bien dit, conclusion et responsabilité. On cite le ministre de l'économie, après on cite le directeur cabinet chef de l'État. Et vous l'avez suivi sur Top Congo, c'est qu'il disait, nous, on ne veut pas un pays parler nous. Il y a un leadership, un chose de travail. Elle dit même que non, Kabila est notre apprêteur, moi et Félix. Donc en réalité, il n'est pas, Michel pense qu'il est un administratif. Lui, c'est un coprésident. Suivez cette arrogance sur Top Congo, vous savez que c'est un président de la République miniature. Et comme c'est l'histoire des faits, c'est caché, si c'est quoi là, moi je ne mêle pas le moi, je vois la souffrance de mon peuple. Quand on finance l'avenir Croix-Rouge, de bons marchés en allant vers Kabinda, en sortant vers Willery. Mais allez-y aujourd'hui, prenez votre caméra. Il a fait allusion aussi à l'avenir Bokassa. Mais il a bétonné. À Tabako Saka. Ah! Nous allons aussi baby. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le siège de l'INC, ils étaient des locataires, ils ont acheté ça. Alors, je me pose la question, le salaire là, il a rendu de vice-premier ministre. Mais les partis vivent les cotisations de ses membres. J'arrive. Il a rendu vice-premier ministre. Il touche 12 millions. 12 millions de dollars de 6 800 quelques. On a arrêté Mike Mokaba et Merlin. Vous savez pourquoi? Les gens du quartier Nyangwe, ils ont dit dire clairement que si vous débattez Planète Sono, il y a 4 parcelles. Achetées dans moins de 100 jours. Mais quelqu'un qu'on paye 12 millions, on les a arrêtés sur Makala. Donc nous voulons qu'on utilise les ressources de l'État pour améliorer le vécu quotidien de notre peuple. C'est clair. On n'a pas besoin aujourd'hui de parler d'un homme, non. On a combattu Kabila parce qu'on ne voulait pas voir des hommes forts. Nous nous sommes battus pour une alternance avec alternative au sommet de l'État. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la mégestion qu'on a voulu vendre de Kabila. Vous avez, par exemple, dans les réseaux sociaux, on n'a pas d'images jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a eu 4, la fille de JB, chargée d'études. Son frère. Et on dit, au frère de l'État. Mais si on veut voyager, prenez les 12 millions, on ne vous les fait pas. Très bien, mesdames. Voyager, mais quand vous mettez ça au frère de l'État, là où les bas blessent, même aussi où les gens disent cash, vous partez la présidente de la République, conseiller, tout celui qui ne vient pas se glacer devant la caméra, il ne voyage pas. Auditionnez très bien, regardez bien, visualisez les images. Regardez les gens qui voyagent avec Tshisekedi. Les combattants les pires là qui se sont battus. Mais il a filmé Félix Ali Depes. Très bien. Mais les gens qui sont venus avec la caméra, vous voyez l'autre là qui était Canal Futur, le directeur, vous le voyez tout le temps, avec des badges. Mais vous pouvez voir les gaz, ils ont aussi combattu. Est-ce que vous comprenez? Je t'informe si tu ne sais pas. Celui qui a quitté. Ils ont fait 10 ans. Écoutez, je vais te dire, celui qui a quitté, comment on appelle cette chose-là? C'est Genève. Le premier c'était Félix. Vous n'avez pas suivi qui? Le bélier Jésus du peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, bah, Bengaki Kamere, pour rejoindre Félix. Kamere était envoyé. Est-ce que tu sais que Kamere. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous, mesdames. S'il s'agit de 30 secondes. Tu sais que Kamere contrôle Félix. Il a dit sur Top Congo que non, Kabila est notre partenaire, moi et Félix. Quand aussi l'affaire 200 millions de détournements, Top Congo, tu vois ce qu'il dit sur Yuma. Ah, Botika Pézier. Or, l'argent de Yuma, c'est parmi les conditions que le FMI pose à Félix. Mais Kamere dit, trop d'acharnement sur notre asie. Donc il blague. Or, quand vous touchez Yuma, vous touchez Kabila. Mais vous avez vu la position de Kamere par rapport à Yuma. C'est pour te montrer qu'il est là
Et Félix ne comprend pas, va se réveiller en retard. Alors Michel, est-ce que finalement ce n'est pas le ministre des Finances qui aussi en fait trop? Vous avez suivi les présidents de la République lors de son discours devant les congrès se plaindre du comportement du ministre des Finances. Est-ce que finalement ce n'est pas aussi lui le ministre qui pose aussi problème? Non, mais le ministre, je dis tout à l'heure, j'ai rappelé tout à l'heure, c'est pourquoi il agit. Il est responsable, il est ministre des Finances. Il n'est pas ministre de coopérant. Ou il faut faire l'argent. Vous savez, quand on gère l'État, l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent qui m'appartient moi. Ce sont des contribuables congolais. Médaka Golongo, moi qui suis ici, les Congolais qui sont partout dans ce pays, qui paient de faire leurs taxes. C'est l'argent de la République. Du trésor, on dit trésor public. On n'a jamais dit trésor privé. C'est ça le problème. Je tout à l'heure expliqué pourquoi ils bloquaient. Et eux, ils pensaient que la vieille méthode ou la logique qui ont conduit quand ils ont géré pendant les 100 jours, il faut que ça continue. C'est ça le problème. Comment ne pas justifier? Comment lui va justifier demain l'argent? En réalité, ils veulent que tout le monde entre dans la commission, comprendre les accords. Donc faire sortir l'argent de la République, dilapider comme on veut, acheter ce qu'on veut, en faire avec ce qu'on veut, ce n'est pas comme ça qu'on règle. Et c'est ça là où il bloque. Que vous soyez président de la République, imaginez-vous maintenant qu'il y a des gens qui ont reçu de l'argent de la République dans un marché de gré à gré. Ils ont remis les commissions. Ils ne finissent pas les travaux. Vous avez vu avec les sautes-moutons. Hein? Depuis qu'on a commencé les travaux, c'est le pompage que même Caméra a clavé fort. C'est à 110%. C'est le seul ouvrage. Mais qu'on n'a même pas inauguré. Pourquoi? Il reste encore les travaux. Il faut encore d'autres travaux qui doivent être 3 conditions. Il faut qu'on casse toutes les maisons des constructions anarchiques. Deuxièmement, on doit construire un marché pour essayer de pouvoir mettre de côté tous ces marchés pirates qu'on voit tout autour au niveau de pompage. Est-ce que dans l'étude de faisabilité, on n'avait pas pensé à ça? Rien. Pourquoi pas dans leur idée, c'était l'argent. Oui. Comment, les premiers outils quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était comment mettre la main aux finances publiques. C'était ça l'objectif. Et ils ont créé le programme de 100 jours pour essayer d'abord d'avoir l'argent. D'abord l'argent. Et c'est même ça les rattrape. Et comme le SCC connaît la méthode, eh ben ça s'impose. Ce n'est pas le problème de l'individu, mais c'est un problème de gestion de la République. Et c'est comme ça que ça se passe. Il faut justifier. C'est pas au bon matin on se réveille, tout le dossier. Non, l'argent. Il faut justifier. Pourquoi est-ce que l'on fait de l'argent? Vous avez reçu l'argent, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut rendre des comptes. Ne plus que rendre des comptes. Pourquoi Kamel refuse de rendre des comptes? Pourquoi on ne sait pas dire aux gens? Il avait promis à l'époque de faire l'évaluation des programmes de 100 jours. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, Kamel a fait l'évaluation? Il y a même certaines entreprises qui ont construit, qu'on attend les rapports qui n'arrivent pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a une véritable mafia au niveau de ce programme de 100 jours. Et là, on attire l'attention de Félix. C'est lui le responsable, c'est lui le comptable. Il a même dit que non, les entreprises sont autofinancées. L'ODEP. Mais je dis. Mais le président lui estime que son directeur de cabinet fait un travail remarquable. Que les trésors publics donnent de l'argent, les fondaires donnent de l'argent et les FPI donnent de l'argent. D'ailleurs, le FPI, oui. Ça pose un problème. C'est lui le responsable, c'est lui le comptable. Le rapport de l'ODEP a été extrêmement clair. Mais on essaie de balayer. Vous savez, dans ce pays, ce qui est mal. Et c'est ça que je dis à un moment donné, c'est le sadisme. À un moment donné, on peut qualifier de la sorcellerie. Comment toi seul, un individu, des millions de Congolais, comment nous souffrons à Kinshasa particulièrement? Les gens de pompage, ici sur le 24, au niveau de la vous allez à Tchangou, les gens souffrent chaque jour. Si vous devez voyager à 12h, il faut quitter la maison à 6h, voire 5h. Moi, je connais des gens qui ont raté leur vol à cause des embouteillages. Mais ce qui est grave, c'est que l'argent de la République a été déjà déboursé pour ces travaux et des gens ont pris l'argent, ont bouffé pour leur propre compte, pour leur propre famille. Est-ce qu'on doit à un moment donné réfléchir? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on aime ces pays? Est-ce qu'on aime des Congolais? Comment toi seul, tu prends 10 millions de dollars américains? Je veux dire 10 millions de dollars américains. Seul. Alors à côté, il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Mais c'est ce que je veux dire. On pleure ici les problèmes des étudiants. Mais je vous dis,
Très bien. Un étudiant qui, son parent, on le paye 200 000 francs congolais. Comment il peut... Et quand on dit même les frais académiques, je fais juste un raccordement. 500 000 francs congolais, oui. Ça fait 400 000, 300 dollars, 300 dollars par exemple. C'est mieux, c'est mieux. Mais c'est que les étudiants dépensent pour toute l'année académique, c'est plus de 500 000. Les calculs ont été faits, c'est plus de 2 millions de francs congolais. Oui. Quel parent aujourd'hui congolais peut le faire? Mais les Congolais qui ont de l'argent. Non, j'appelle le président Félix à pouvoir s'assumer. C'est le moment. Nous sommes à une année. Il a pris une année pour observer, je suppose. Maintenant, il est obligé de prendre des mesures. Kabila en a payé les frais. Il nous a promis des actions. Il l'a fait ici. Nous avons produit un rapport que 15 milliards de dollars américains chaque année nous perdons. Et on a cité un des ministres en fonction qui sont responsables de la gestion du détournement. Kabila a fermé les yeux. Il a payé cash pour ce mandat jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une leçon pour lui s'il veut bien sûr faire le bon. Alors, mesdames, on va conclure l'émission avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République se rend compte qu'il est en train de nager dans des eaux infestées des crocodiles, comme Matata l'avait déclaré en quittant la primature? Mais il ne faut pas se citer ton Matata. Hein. Michel l'a cité aux Ongoliers. C'est comme ça un modèle. Allez-y à Bandal. Hein. Il a pris sur l'argent de nos stades qui n'ont jamais achevé. Hein? Parlons de Bukandalonzo, non. Parce que ici, la presse doit nous aider. Bukandalonzo, cet argent-là, il n'y aura pas des audits? Non, il ne faut pas citer des gens comme ça. Tout ça. Moi, alors, le président aujourd'hui, est-ce que le président se rend compte qu'il doit aujourd'hui balayer son cabinet? Non, moi-même, je me pose la question. Est-ce qu'il est prêt? Il est bien voté. Et curieusement, partout il passe, il félicite son directeur. Mais par rapport à son travail. On sait pour moi ici, lui, est-ce qu'il est bien voté? Pas certainement, je me pose des questions. Hein. Je me pose des questions. On vous dit qu'il y a 15 millions. Oh non, vous voyez, ce n'est pas trop commission. À Londres, non, c'est notre allié. Alors on aide quelqu'un d'une double rupture avec Kabila et avec Kameri. J'ai lu ça dans Jeune Afrique. Je crois que si Jean-Marc s'est réveillé aujourd'hui, tant mieux. Hein? Parce que lui nous avait dit que non, si on touche c'est ton côté Ndogi. Mais si il peut aujourd'hui comprendre que ça il faut louer, à un certain niveau, je me pose la question, si Félix, mais s'il ne comprend pas, comme il a payé cash, pourquoi les peuples ont vu Chadari? Parce qu'ils ont détruit la République. Gérer toute impunité, monsieur vous a dit que les trésors publics, Mongo Nabiso, c'est pas de l'argent. Moi, Kamer se souviendra, il m'a resté chez lui à GB. Écoute ce qu'il me dit. Alors, on ne parle pas en Simaoui. Avant qu'il ne devienne directeur des cabinets. Ça, je vous dis, moi, l'actuel conseiller principal, David Moukeba, il était là. J'ai des témoins, il nous a dit. C'était quand même des confidences que vous étalez aujourd'hui sur la place publique. Il n'avait pas d'argent. Mais quand vous êtes directeur des chefs de l'État, il y a certains avantages qu'on ne vous refuse pas. Mais pensez que les fonctions vous permettent à détourner les moyens des Congolais, ça je dis non. Et si Félix pense qu'il doit lui protéger, va protéger les Bango na Bango, mais le peuple n'est pas dit. Il sera jugé en 2023 par la volonté populaire de notre peuple. L'émission est terminée, venez au milieu, on va conclure avec vous. Comme d'habitude, Médard Nkolongo d'abord, oui. D'abord, la caméra est là devant vous. Un dernier message au public. D'abord, Médard est là. Voilà. Jacob, tu vas nous aider, il est ici. D'abord, voilà, ici. Un dernier message au public, vos coordonnées si c'est possible, parce qu'il y a quand même des gens qui, on vous réclame déjà trop. Certainement, il y a des gens qui souhaiteront continuer les débats avec vous. Alors, le plaisir de partager. Michel, c'est un ami à moi, mais souvent il me reçoit que sur kiosque. Alors, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de le contredire quand même aussi dans un débat. Voilà, je vous remercie pour la démocratie. Voilà, je vous remercie pour cette opportunité. Mais merci sinon aux Congolais qui vont nous suivre partout dans le monde. On est ensemble. J'ai toujours dit, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le Congo. Vous pouvez nous contacter. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 89 87 76 041.
plus 243 89 87 76 041. Mais ça pour un peu aussi, vous félicitez aussi ça. Merci beaucoup. Ça sent du pouvoir. Oh là là. Alors Michel, les mêmes exercices. C'était un grand plaisir, c'était un débat entre amis et ce qui est important, je crois que tout ce que nous avons dit ici et nous ne cesserons de le dire, nous avons au moins la chance d'avoir ces souffles de parler. Voilà pourquoi ici, quand on parle de nation, on met de côté nos positions, ce que nous valons par exemple, mais nous devons privilégier l'intérêt de la nation. Nous savons, et quand on a envie de faire aller en Europe, on a envie d'aller aux États-Unis par exemple, mais ces gens ont bâti plutôt leur nation sur ce qui est concret, sur des valeurs comme on dit. Et c'est ce que nous défendons, et chaque fois on dénoncera le mal, parce que le mal reste le mal. La corruption, c'est comme le vol. On ne peut pas dire il a été corrompu ou il a volé, il faut dire non, il n'a pas volé. Non, cessons ces genres de pratiques. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du FCC Cash, aujourd'hui, il faut mesurer la douleur, la souffrance des Congolais aujourd'hui. Nous sommes tombés trop bas. Les gens meurent chaque jour par manque de médicaments simplement. Peut-être pour 1000 francs, pour 500 francs. Les gens ont difficile à aller au champ pour manger. Ils manquent même 200 francs pour s'acheter un pain. Voyez cette souffrance-là. C'est vrai, vos enfants mangent. Vos enfants peuvent être bien soignés, peuvent être bien éduqués. Mais 90% des Congolais n'ont pas ces moyens-là. Alors que le Congo a un potentiel riche. Il faut que nous puissions nous surmonter. On n'a pas de problème particulier avec quelqu'un, Caméré soit-il ou pas, mais nous disons, pour la République, nous allons dénoncer et au prix, en tout cas à tout prix, nous allons le faire comme le dit Médard tout à l'heure. Grand merci à vous, vous qui nous suivez partout. Moi c'est au plus 243 81 59 63 339 plus 243 81 59 63 339. Ça c'est mon numéro, continuez à tout comme vous voulez. Je vais toujours être là pour répondre à vos préoccupations. Voilà, Michel Koueb, en tout cas, merci. Merci. Il allait chuter, mesdames, messieurs, merci également à Médard Kankolongo. En tout cas, cette année, vous aurez des adhésions massives à Congo en avant. L'émission est complètement terminée, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique, Jacob, Néhémie, Alpha, et à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.